c'est quand même assez incroyable. Ouais, j'adore. Épisode exclusif à quelques jours des 24 heures du Mans. Le team Akkodis ASP nous a donné rendez-vous ici à Lurcy-Lévis pour leur ultime déverminage, donc c'est-à-dire le dernier essai avant les 24 heures du Mans, un essai principalement en ligne droite, des essais aéros. Et je vais avoir la chance d'essayer cette voiture, la Lexus RCF GT3, même LM GT3, puisqu'elle roule en WEC et donc aux 24 heures du Mans. Et ici on a la voiture qui va participer à la course, avec laquelle notamment Adrien David fait ses essais. Donc un essai incroyable, c'est parti. Donc cette voiture qui est une Lexus RCF, de base Lexus RCF, qui est une voiture japonaise. Donc Lexus, pour le rappeler, qui est la marque de luxe de Toyota, qui est une voiture qu'on pourrait un peu apparenter à une M4 ou une RS4, qui est une berline avec un gros V8 qui ronronne bien. Il fait quand même plus de 500 chevaux et donc ils en ont fait une voiture de course. Elle a une tronche qui est différente de tout ce qu'on peut avoir, je trouve, dans le plateau GT3, à part peut-être justement la M4, mais sinon elle est très différente de tout le reste, tout simplement parce qu'elle n'a pas forcément été conçue pour faire ses courses d'endurance. Elle a d'abord été conçue pour le championnat Super GT japonais. J'imagine que pour la plupart vous connaissez, mais c'est le championnat phare au Japon, avec donc des berlines qui se rapprochent du DTM, avec donc des voitures exceptionnelles pour le GT 500. Il y a une deuxième catégorie qui s'appelle donc le GT 300, c'est juste une seconde division, qui court donc avec des GT3. Mais donc cette voiture a été d'abord conçue pour ce championnat-là, et donc des courses qui font, on va dire, 1 heure en général, parfois peut-être un peu plus, mais des courses assez courtes. Et vous allez voir, elle a été adaptée à l'endurance, notamment par le team Akkodis, parce que oui, ça c'est un point important, c'est qu'on n'en parle pas comme une nouveauté, c'est la voiture la plus ancienne du plateau du WEC. C'est une voiture qui a 10 ans, presque 12 ans si on considère sa conception. Je pense qu'elle a dû être conçue dans les années 2014 et donc sortie en 2015. C'est une voiture qui a déjà un peu de bouteille, qui arrive vraiment au fond du fond de son exploitation. Ça fait déjà 3 ans que le team l'exploite en WEC, donc eux aussi on commence à avoir beaucoup d'expérience avant de passer à une nouvelle monture, mais ça on en parlera à la fin de la vidéo. Cette allure que j'aime beaucoup, avec une face avant très imposante, un design pareil complètement atypique, qui s'apparente à un design japonais avec des feux profilés, une calandre qui est typique des modèles Lexus de ces dernières années. Une face assez massive. Moi j'aime beaucoup, je sais pas toi Hugo ou Amdi ce que vous en pensez. Qui sont hyper larges. Ouais, c'est vraiment une voiture bodybuildée. On sent qu'elle a été vraiment créée pour faire de la course, en particulier de la course des GT3, mais de la course costaud. Et puis il y a surtout ce que j'aime, je vais vous montrer, il y a plein de détails dessus. Au final, c'est presque le moins intéressant dans le sens où vous allez voir, après on a plein de détails aéro, parce que donc on a cette face avec donc un splitter, des ailettes ici qui viennent augmenter l'appui aérodynamique généré par le splitter. Ici forcément on a, comme pour beaucoup de voitures, on l'a sur la plupart des voitures qu'on essaye, on l'a aussi sur la RS01, ces extractions d'air pour les freins, la chaleur des pneus, etc. Aussi des extractions sur le capot. Il faut savoir que tout est en carbone, hein. Toute la carrosserie est totalement en carbone. Il n'y a pas une pièce à part le plexiglas et le pare-brise aussi en plexiglas d'ailleurs. Et d'ailleurs vous allez voir, pas forcément du carbone ultra épais, c'est ce qui fait que cette exploitation n'est pas forcément tous les jours facile. Moi j'adore ici les extractions d'air qui permettent un peu comme ici au-dessus, l'extraction de la chaleur, des freins, des pneus, aussi de la gomme, faut le dire, ça permet aussi à la gomme de s'échapper et de ne pas s'accumuler dans les passages de roues. Ensuite, ces bas de caisse. Alors là, c'est là où on voit que la voiture est un peu ancienne. Pour le coup, typiquement des voitures des années début 2010 qu'à 2020 à peu près, avec des gros bas de caisse bien costauds, parce que vous allez le voir, on va montrer le moteur. On a l'échappement qui passe en fait ici et qui ressort ici. Ça, c'est vraiment le côté très voiture de course que j'aime beaucoup. Ça me rappelle un peu l'Audi. Ouais, l'Audi DTM, clairement, c'est les échappements sur les côtés. On a aussi pas mal de GT3 maintenant. Toutes les voitures en gros qui ont moteur avant, souvent les échappements, sur les côtés. Ensuite, à l'arrière, pareil, très bodybuildé. La voiture de série, normalement, elle s'arrête ici. Donc il faut imaginer qu'on a une vingtaine de centimètres de largeur de voie en plus et donc de largeur de carrosserie en plus, ce qui donne ce côté vraiment très assis. Avec ici une extraction d'air pareil, assez costaud. Cet aileron, moi j'aime beaucoup l'aileron, typique pareil de ces années-là. Un aileron qui ressemble énormément, on vous met quelques photos aux ailerons de DTM des mêmes années, des Super GT aussi de ces années-là. Et je trouve que ça lui donne une ligne assez énervée. Pareil, l'extracteur avec des grosses ailettes comme ça en carbone. C'est pareil, ça se fait limite un peu moins aujourd'hui. Faut savoir qu'aujourd'hui on travaille presque plus le fond plat ou au moins autant que le reste de l'aéro de la voiture et c'est un point super important, donc parfois on a des choses un peu plus épurées mais là on a quelque chose de quand même très racing, moi que j'aime beaucoup. Je vais vous enlever
tous les éléments extérieurs, parce que vous allez voir, il y a pas mal de choses à vous montrer en dessous et c'est super intéressant. Après, évidemment, on vous montrera à l'intérieur. Donc, le capot, ça me rappelle un peu la RS01 avec ces deux aérations comme ça. D'ailleurs, eux aussi ont mis le Woki en partenaire et les ont mis au même endroit, donc c'est assez drôle. Je savais pas du tout, nous on l'a fait un peu par hasard. Donc, on retire ce capot ultra léger, clairement. C'est quelque chose qui est facile à porter. Donc ensuite, ici, on a beaucoup de choses très intéressantes à vous montrer et qui sont complètement différentes de beaucoup d'autres voitures et notamment de beaucoup d'autres GT3. Donc, on a déjà la pièce maîtresse, ce moteur V8 5 litres d'origine Lexus, donc, qui est tiré du modèle de série, qui est évidemment retravaillé, mais qui est quand même en GT3. Le moteur est quand même assez similaire à l'origine. Ils essayent, même si on ne dirait pas, de garder quand même un peu la physionomie de la voiture de série. On a ce moteur qui est placé ici sur le châssis en acier. Châssis en acier, ça c'est là où on voit qu'elle est assez ancienne, parce qu'aujourd'hui ça se fait plus trop, on a soit du carbone, soit de l'alu. Clairement le châssis acier c'est assez vieux, mais on a une architecture complètement atypique qu'on n'a sur aucune autre GT3. À savoir que donc le moteur est placé sur le châssis, il est placé au millimètre ce moteur, avec des lasers. Le team m'a dit qu'il prenait énormément de temps à placer le moteur. Pourquoi? Parce qu'en fait sur le moteur, on a plein de points d'ancrage. On a la crémaillère qui est fixée sur le moteur, donc c'est à dire qu'en fait sur le moteur on a des pas de vis où on vient fixer des choses dessus. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'hyper atypique. De la même manière on a aussi, bon là on peut le voir tout de suite quand on ouvre, on a cette suspension qui est à l'horizontale comme les protos. On en a fait pas mal des protos sur la chaîne, vous avez vu c'est toujours à l'horizontale mais très peu sur les voitures on va dire GT, si ce n'est sur la RS01. Et donc bah pareil, ceux-ci ils sont en point d'ancrage sur le moteur, avec d'ailleurs un petit détail si vous voulez voir par exemple, ici on a ce mini amortisseur, on va l'appeler comme ça. C'est un capteur, c'est ce qui montre qu'on est quand même sur des très hauts niveaux. C'est des capteurs qui vont permettre d'avoir une télémétrie et donc au team d'avoir plein d'infos en direct. L'architecture du train avant, comme d'habitude, double triangle. On en parle plus. Je pense que maintenant sur la chaîne, vous connaissez tous ce double triangle. Ça change du McPherson qui a un seul triangle, donc là double, avec donc la suspension à l'horizontale derrière. Et ensuite, on a cette imposante face avant avec plein d'éléments de carbone, avec d'abord l'aération du radiateur qui sort ici. Ensuite, on a les boîtes à air énormes, pareil, avec l'air qui doit rentrer par en dessous et qui vient directement dans le moteur avec une admission, pareil, une boîte à air qui pour le coup, elle fait assez ancienne aussi. Aujourd'hui, on a des choses un peu plus profilées, mais j'aime bien ce côté un peu brut de décoffrage qu'on peut avoir sur cette auto. Et d'ailleurs, dernier détail, pour vous montrer à quel point c'est hyper sensible en termes de réglage, on n'a aucune rotule. C'est-à-dire que tout est monté directement, on a très peu de jeu entre le train et tout ce qu'il y a. Et pour vous dire, par exemple, à quel point c'est précis, ici on a des entretoises pour régler les trains qui font 1 mm et ils nous disent que ça change des choses sur le châssis et sur le comportement de la voiture. Donc c'est assez exceptionnel et assez rare. Et j'avais déjà vu cette voiture aux 24 heures du Mans et je suis trop content de la faire aujourd'hui parce que j'avais remarqué ces choses-là et je m'étais dit le jour où on l'a fait, ça va être intéressant. En WEC et aux 24 heures du Mans, on a un système d'électrification dans la porte. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je vais vous enlever la porte après. Oui, parce qu'on peut enlever les portes. On a ici un numéro donc, qui est réfléchissant avec une lumière intégrée, une LED. Et ici, maintenant, en fait, on a cet écran qui permet de montrer, l'énergie qui reste dans la voiture, la place au classement, même au-delà de la 3e place. C'est-à-dire que même quand on est 18e, on a l'information. On a plein de choses. Quand il y a safety car, full course yellow, je crois qu'il y a d'autres informations. Et sur cet affichage, on voit quand ils font l'essence. Ouais, exact. On peut pas l'allumer là parce qu'ils n'ont pas tous les boîtiers. Mais voilà, en tout cas, ici, on a plein d'infos. Si on passe à l'arrière, donc je voulais vous montrer, parce que pareil, à l'arrière, on a pas mal de choses. On va enlever, pareil, le coffre. D'ailleurs, petit détail, l'équipe m'a expliqué que cette voiture s'appelait Pistache et je leur ai demandé pourquoi et ils m'ont dit que c'était l'oiseau qui était dans le film Dumb and Dumber. Qu'est-ce qu'elle est belle, Pistache! Si vous la voyez au Mans, la jaune c'est Pistache. Donc là pareil, vous voyez on a les phares du coup qui viennent derrière, donc du coup on a le câble, faut bien faire gaffe quand on retire. Ça laisse accès à un coffre et un espace arrière assez grand, même si là on voit pas tout. Ici ça symbolise un peu la difficulté de travail aussi de l'équipe, parce qu'il m'expliquait, donc pour accéder aux amortisseurs qui sont derrière à l'horizontale, je sais pas les gars comment vous allez faire pour filmer, mais en gros on a les amortisseurs qu'on voit à travers la vitre, qui sont pareils, à l'horizontale, un peu comme un proto. Ils ont accès en partie par ici et sinon ils sont obligés d'enlever la lunette arrière. Donc ça veut dire que si ils doivent toucher aux amortisseurs pendant les essais ou en tout cas si le pilote se plaint de quelque chose et qu'il faut toucher, au lieu d'aller juste mettre la main dans le passage de roue et tourner quelque chose, il faut tout enlever, etc. Donc sur ce point-là, la voiture est magnifique, certes, mais l'équipe m'a dit que c'était un peu compliqué à bosser parfois. Lexus et Toyota sont allés tellement loin dans le développement de cette voiture qu'ils l'ont créée
presque un peu trop parfaite et un peu trop compliquée à exploiter, même s'ils y arrivent très bien et le team Acodis sait parfaitement gérer ça. Ensuite, on a une prise d'air ici pour la boîte de vitesse et pour les freins, ici pareil. Donc là, c'est-à-dire qu'on a des écopes qui vont là dans le tuyau là et qui vont par ici. Au niveau des freins, on a des freins acier et on va dire standard de ce qu'on peut avoir sur des GT3 avec du AP Racing, mais c'est quand même du gros frein très surdimensionné par rapport à une voiture qu'on peut imaginer de série. Pneus Goodyear, obligatoire en WEC, tout le monde a la même chose. Bon, ensuite, j'ai deux dernières choses à vous montrer sur l'extérieur. Donc on a déjà les portes qui, pour cette voiture spécifiquement, permet à l'équipe de travailler un peu mieux, c'est tout simplement de l'enlever. Dès que les gars bossent sur la voiture, ils enlèvent la porte en général. On peut voir qu'il y a énormément de choses à voir dans la voiture et c'est vrai quand on est plusieurs à travailler dessus, ne serait-ce que pour accéder au connectique, au faisceau, à tout ce qu'il y a dans la voiture, c'est vrai que c'est quand même pas mal de pouvoir l'enlever. Je la remets parce qu'ils en auront besoin. À savoir que celle-ci, donc c'est celle qui va faire les 24 heures du Mans, avec notamment Adrien David et ses deux coéquipiers. Et il y a une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ici, ce petit cornet en fait qui sert tout simplement à monter la voiture. Donc je vais vous chercher la bouteille d'air. Donc c'est comme ça qu'on fait un pit stop. Donc alors pour monter la voiture, c'est simple. Je ne l'ai jamais fait, hein. On l'a fait 10 000 fois sur mes voitures de course, je ne l'ai jamais fait, mais on me l'a expliqué. Donc on ouvre la bouteille. Bon, je vous le fais en décomposé, hein. Sur un pit stop, ça va super vite, il tire, ça tombe et on repart. Donc là, ici on a bloqué. Donc là on a mis la prise jack, donc je vais tourner la petite manette bleue. Donc là normalement la voiture va monter, il y a 4 vérins sous la voiture qui vont monter presque simultanément et qui vont donc lever la voiture. Hop. Voilà, donc là on peut faire un pit stop, on peut changer les roues, on peut défaire, voilà, on peut changer des freins s'il y a besoin d'autres choses plus importantes sur la voiture, mais en tout cas on peut intervenir sur la voiture même en dessous, etc. On peut aussi mettre ces petites choses là qu'on met sous la voiture, ici, qu'on va placer à l'endroit où il y a les vérins et qui vont permettre ensuite de déplacer la voiture. C'est ce qu'on appelle des skates. Une fois qu'on l'a monté, qu'on a fermé ce truc-là, dès qu'on a fini le pit stop, alors soit on tire sur le truc, bam, la voiture elle tombe et là on repart à Mach 12. Mais si voilà, on veut juste faire de la mécanique et pas trop abîmer la voiture, hop, on va faire descendre la voiture comme ça. Et là on va tirer dessus et la voiture est par terre. Voilà. Donc maintenant qu'on a terminé sur la voiture qui va faire les 24 heures du Mans, on passe sur celle que je vais rouler pour vous montrer l'intérieur. Donc celle-ci, c'est une voiture qui a déjà fait des manches de WEC, qui a déjà fait le Mans sûrement, et qui aujourd'hui sert de troisième voiture. Elle sert aux 24 heures du Mans. Si jamais, et j'espère pas, une de celle-ci ou de la verte ont un problème, ils utiliseront celle-là. Mais j'espère qu'elle restera dans le camion et qu'ils n'auront pas à l'utiliser. Donc on monte dans cette RCF GT3. Donc alors cet intérieur, alors déjà je vais t'enlever ça, qui est le filet anti-retournement. Donc on a deux, il y en a un ici et un là. Ça sert tout simplement si jamais la voiture fait un tonneau. En fait ça permet ici de ne pas avoir les bras qui sortent par les portières et donc de garder ses bras et ses mains, c'est quand même pas mal. Donc pareil, ici on appuie dessus et on l'enlève. Donc ensuite ce poste de pilotage, on a un volant avec pas mal de fonctions. Un dash au-dessus derrière, moi je préfère les dashs qui sont au-dessus du volant parce que quand on a le dash sur le volant, je trouve que ça bouge, c'est moins précis, etc. Là au moins on a vraiment beaucoup d'infos. Donc je vais mettre le main, donc système d'exploitation Cosworth. Là on a un écran pareil qui est assez simple, je vais pas dire archaïque, mais on a quelque chose qui existe depuis plusieurs années, qui est très fonctionnel, pareil, on a beaucoup d'informations, beaucoup plus que ce qu'on peut avoir sur d'autres types de voitures, même que la RS01 par exemple qu'on a en ce moment, notamment des capteurs de température, des capteurs divers, la pression, etc. Pour ceux qui jouent par exemple au sim racing, on a beaucoup d'infos qu'on a en sim racing qu'on n'a pas dans plein de voitures et c'est assez chouette et c'est parce que c'est une voiture des 24 heures du Mans, du WEC, que c'est aussi précis. Ensuite, donc ce volant, déjà première chose qui frappe, les palettes, ce sont des palettes d'origine de la RCF. Alors pas le système de vitesse et de boîte de vitesse, mais en tout cas les palettes en elles-mêmes sont les palettes d'origine. Donc voilà, je trouve ça assez marrant. Est-ce que c'est bien ou pas? Je sais pas trop. C'est vrai que la prise en main semble vraiment une voiture de tous les jours. Par contre, on a vraiment un volant typé un peu justement proto monoplace comme on a dans beaucoup de GT3 aujourd'hui. On a deux rangées principales de boutons et une rangée en haut, je vais tout vous expliquer. Donc dans l'ordre. Ici, on a un bouton qui sert à plusieurs choses. Un, à faire des flashs et deux, qui sert quand on a le pit limiter enclenché à stopper la voiture. Ensuite ici, on a un système de boisson. Ici, le full course yellow. Ça, je pense, c'est pour couper les alarmes. Display, ça va servir à changer des choses, par exemple dans les menus. Starter, c'est ce qui va nous servir à démarrer la voiture, sachant qu'il faut savoir aussi que là, on a un autre bouton pour démarrer la voiture, qui est un bouton, on va dire, général. Pareil, fun fact, c'est le bouton d'origine également, que vous pouvez retrouver dans les Lexus. Ensuite, pit limiter, ça c'est classique pour la limite de vitesse dans les stands. Neutre pour repasser au neutre. Ici, on a un plus et un moins, ce qui va permettre, quand l'ingénieur nous demande de faire des réglages dans des menus, de pouvoir faire plus ou moins, si on a des valeurs à rentrer ou autre. Et donc ensuite, ici, on a trois
types de modes, on va dire. On a un premier mode qui est cut, c'est tout simplement ce qui va être le traction control, on va dire classique. En cas de perte de traction, on va avoir des micro-coupures, donc ça on peut les régler. Ensuite on a slip qui est en fait la gestion de la traction en cohérence avec la dérive de la voiture. C'est-à-dire que si la voiture dérive ou qu'elle a une perte d'adhérence en latéral, là on va avoir un TC qui va se mettre aussi en place, mais c'est pas en lien avec la traction, c'est vraiment en rapport avec la dérive. On a throttle, accélérateur en gros, et donc là ça va être une gestion de la pédale d'accélérateur, alors pas forcément qu'elle soit rapide ou pas, mais plus la gestion selon les capteurs des roues, etc. Là on rentre dans quelque chose de vraiment très spécifique, mais qui va gérer selon les circuits, selon les vibreurs, etc. la puissance de pédale qu'on met quand il y a par exemple une roue en l'air ou quelque chose comme ça. Donc là on rentre dans des détails assez techniques, mais c'est pour vous expliquer. Donc ensuite, attendez, je vais vous enlever le volant les gars, comme ça vous allez bien voir. Hop, on enlève le volant ici, avec donc un gros panneau ici qui permet d'accéder à pas mal de choses. Ici, on a la réparte de frein. Ici, on a... Alors, gear, c'est quelque chose que je ne connaissais pas ou que j'avais jamais vu dans une voiture. En fait, c'est la puissance de relance des gaz quand on rétrograde. Donc, on freine avec le pied gauche. Parce que dans toutes ces voitures-là, on freine avec le pied gauche. Et dans toutes les voitures modernes, d'une manière générale. Et donc ça permet de gérer la relance comme un talon pointe en fait, de gérer la puissance de tout ça. Sachant que c'est bien d'en avoir des assez importantes, sauf que le problème c'est que ça peut aussi emmener la voiture. Si on pousse trop et qu'on a trop de relance, ça peut aussi générer du sous-virage. Selon les circuits, selon les virages, etc., on peut gérer cette partie-là. Ensuite, on a l'ABS qui est important. Les GT3 ont toutes de l'ABS. Voilà, aujourd'hui les pilotes de GT3 roulent en pilotant, en utilisant ça. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas mettre ABS 0 pour faire le King. Ça marcherait pas, la voiture bloquerait tout de suite. Elle n'est pas faite pour rouler sans ABS. Donc en général, on la règle sur le minimum. Ensuite, on a donc Main Ignition qu'on voit souvent dans toutes nos vidéos avec donc le contact pour allumer tous les systèmes de la voiture. Et ensuite, on a des systèmes ici avec l'extincteur et aussi quelque chose qui permet de passer tout ce qui est le système électronique en mécanique. Par exemple, si on a un crash ou autre pour ramener la voiture, ça peut être utile, notamment sur la boîte de vitesse pour éviter tous les défauts, etc. Et pour finir, ce petit panneau Cosworth avec donc de la ventilation, des resets d'alarme, les feux de pluie, les phares, sachant que devant on a des gros phares laser, on les a pas montrés, mais on vous met des petits plans de coupe, les warnings, les clignotants, parce que les voitures ont des clignotants, plein de petites choses qui sont des choses qu'on retrouve pas mal en endurance, mais très chouette. C'est très fonctionnel, il y a beaucoup de choses, même pour une voiture qui a 10-12 ans, il y a déjà énormément d'éléments, en tout cas assez chouette à voir. Dernière chose, on n'a pas de miroir, on a vraiment un rétroviseur caméra ici, ça c'est assez chouette. Et dernier petit détail, ce qui vous montre que quand même chez Acodis ASP Team, ils sont quand même une équipe de haute performance et petits points de détail sur plein de choses. Il faut savoir que Jérôme Polican, c'est un peu une référence en termes de petits détails, de choses comme ça. Ça fait longtemps que je vois cette équipe rouler dans différents championnats dans lesquels je roule. Et c'est vrai que voilà, c'est une équipe qui va au fond des choses. Tout ça pour dire qu'ils ont mis le petit tracé de l'Ursi Lévy, ça sert juste avant de partir, de voir comment c'est, voir là où ça tourne, etc. Ce qui montre qu'on a pas mal de détails dans ces voitures-là, dans ces équipes de haut niveau. Je pense que c'est bon. Écoute, c'est un peu en train de se couvrir, mais je vous propose qu'on mette le casque et qu'on aille rouler cette voiture, parce que j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et puis à la fin de la vidéo, on va vraiment parler des 24 heures du Mans, on va essayer de vous trouver un pilote, potentiellement Adrien David, pour parler de tout ça, et ça va être chouette. On met le casque, on y va. Bon allez, donc on part pour ce TC. Là il me pousse pour qu'on puisse faire un petit demi-tour. Alors, on n'est pas sur un circuit du WEC, on l'a dit, on est sur un circuit d'essai. Donc on n'a pas une pit lane à proprement parler. Par contre c'est une belle piste d'essai avec une grande ligne droite. Donc c'est chouette. Donc on part, donc on voit qu'à l'intérieur c'est quand même... moi j'aime bien, il y a un petit côté un peu vintage, alors vous allez dire que c'est quand même assez génial, hein, mais il y a un petit côté vintage, on sent qu'on est dans une voiture d'avant les années 2020, pour plein de raisons, hein, que ce soit le volant, des boutons qui aujourd'hui ont un peu évolué, même pareil les systèmes d'ABS, etc. Mais on est quand même dans un truc chouette, et je trouve qu'on a quand même une très bonne vision, etc. Donc c'est cool. Regardez là, il y a l'autre voiture, pour le coup celle qui fait les 24 heures du Mans qui est là, ou pas. Moi je vais y aller aussi. Allez. Allez, on y va.
que c'est une voiture très facile à prendre en main. Alors, on sent que le TC quand même c'est pas facile. Ça travaille beaucoup. On est quand même dans une case du WEG, hein, c'est quand même assez génial. Non, c'est une voiture franchement qui est très facile à prendre en main sur les premiers mètres là qu'on fait. Je ne cache pas que j'ai fait quelques tours juste avant pour mettre en place. Allez, on y va, la ligne droite. Ouais, ce son du moteur quand même, le V8 là, c'est quand même assez incroyable. Ouais, j'adore. Allez, on arrive sur un gros freinage. Ouais, il y a du grip quand même du latéral. Je trouve pas qu'elle fasse si vieille que ça cette voiture, hein. Franchement c'est assez génial. Le son du moteur c'est quand même assez génial, hein. Ça glisse un peu quand même. Après on voit qu'on n'est pas sur une piste super adaptée quand même, mais c'est une vraie piste d'essai qui prennent justement pour préparer le vent et tout, donc allez on part, je me lance pour un ou deux tours un peu rapides, j'essaie de me faire plaisir, après on fait un débrief.
en tout cas, c'était vraiment cool. J'ai vraiment bien aimé. C'est déjà chouette de rouler en GT3. C'est toujours un plaisir. C'est des caisses extraordinaires. Et j'adore vraiment. Je trouve qu'on ressent le côté super GT un peu. C'est différent des autres GT3 que j'ai pu rouler jusque-là. Et franchement, un énorme merci au team Acodis qui nous fait confiance là à quelques jours du Mans. Franchement, c'est hyper chouette. Et vraiment d'avoir une voiture dans les conditions du Mans, hein, c'est franchement très très cool. Donc voilà, allez, on va rentrer, on leur rend leur voiture qui part direct aux 24 heures du Mans. Allez, petit limiteur. Bon bah trop chouette. J'ai adoré cette ambiance là, avec les filets, les trucs, très cool. Tout ça mis en boîte avec la nouvelle GoPro Mission 1 qui est ici. Comme vous avez vu, ça fait des images de fou. Pour l'instant on l'a mis que là, mais vous allez voir après ça va faire des images incroyables. Et puis non, j'adore, il y a vraiment un côté japonais super GT. Je suis fan de ces voitures. Et je comprends que cette voiture là, même avec ses 12 ans, soit encore perfo. Donc voilà, allez on va descendre et je vous fais un débrief. Hop là. Alors, trop cool. Non seulement la voiture est chouette, de l'essayer à ce moment-là, juste avant Le Mans, c'est trop cool. Bon, le petit circuit, forcément, bah, il y a un petit côté un peu spécial de rallye. Ça fait un petit entraînement avant Pikes Peak, je me disais dans la voiture. avec justement des phases assez serrées de la terre et tout. Et non, franchement, très chouette. J'ai vraiment kiffé. Je pense qu'elle est sympa en plus à avoir roulé de l'extérieur. Ouais, le bruit il est beau. Le bruit il est beau, c'est une jolie voiture de l'intérieur. Pareil, on a un super beau bruit. Et je trouve qu'on retrouve, pour ceux qui font du sim, par exemple pour ceux qui roulent sur le Mans Ultimate, je trouve qu'on retrouve vraiment le feeling qu'on a dans un sim, tu vois, avec quelque chose d'assez posé, avec quand même du grip. Il y a vraiment voilà, ce côté avec les gros pneus devant, où on sent que on se fait un peu embarquer par le train avant. Pour le reste, non, franchement très chouette. Je vous propose qu'on aille maintenant voir Jérôme Polican, qui est donc le patron du team Acodis. Donc on fasse un peu un point avant Le Mans qui nous explique ses essais, comment ça se passe, etc. Parce que je trouve ça très chouette qu'on ait eu l'occasion de rouler aujourd'hui. Donc voilà, allez on va le voir. Salut Jérôme, merci de nous accueillir aujourd'hui à quelques jours des 24 heures du Mans. Franchement c'est trop cool que tu nous accordes cette confiance. Puis ça me fait aussi plaisir de redécouvrir ce team. C'est vrai qu'on se croise depuis quoi, plus de 10 ans sur les circuits. GT3, GT4, tout ça. Et là, bah, toi, t'es arrivé, on en parlait, au Graal du sport auto, au niveau endurance, le WEC, les 24 heures du Mans. Est-ce que tu peux un peu nous parler de là où t'en es déjà avec ces voitures à quelques jours des 24 heures du Mans? Le compte à rebours, il a commencé depuis 6 mois en fait. Ouais. Mais là, maintenant, on y est. On est à 10 jours de la plus grande course de l'année, qui est une épreuve mythique. À la fois, on se sent prêt. Au fil des années, donc ça va être la 3e année qu'on exploite la Lexus RCF. On commence à bien la connaître. On a fait l'épreuve plusieurs fois. On a gagné des manches du championnat du monde. Donc on pense maîtriser notre sujet, mais ça reste Le Mans, voilà, avec ses imprévus, avec ses incertitudes. Mais c'est peut-être la première année où on est le plus en confiance. Ouais, bien avec l'expérience et tout. Donc ça c'est chouette. Donc là on a les 3 voitures que tu exploites, les 2 qui vont faire Le Mans. Celle que j'ai essayée, qui est on va l'appeler le mulet, mais qui est quand même... C'est la Tika. Qui sera aussi au Mans, au cas où, et je l'espère pas, tu as un problème sur celle-là. Elle est réglée en config presque Le Mans. Hein. Elle est identique. Elle est prête à rouler. Elle est identique, et c'est une voiture qui a participé au championnat, qui a fait même un podium l'année dernière. Et quelquefois, selon les années, il y a une voiture qui était une voiture de course qui devient Ticar, selon le programme de révision. Les 3 sont strictement identiques au niveau technique. Ouais. Donc ça c'est quand même très chouette. Je voulais savoir, cette voiture, elle est quand même très différente des autres GT3, notamment celle que toi, tu as pu connaître dans le passé. C'est vrai que tu as fait rouler des Ferrari, des Mercedes, aujourd'hui avec tes GR et Lexus, et de manière officielle. Elle n'a rien à voir avec les autres, celle-ci. Enfin, elle est complètement différente des autres GT3. Alors c'est vrai que c'est une voiture unique. D'ailleurs, elle a été faite à 25 exemplaires, ouais. Je crois. Moins que la RS0. Voilà, en 10 ans. Alors c'est une voiture qui a été étudiée et faite au Japon. Elle est un peu pensée comme les DTM de l'époque qu'on connaît, et une catégorie qui est très populaire au Japon, qui est le GT500, ouais. Qui sont des voitures incroyables, hein, qui ont des performances presque comme des monoplaces de F3, de GP3 de l'époque, avec énormément d'aéro, et elle a été un peu pensée comme ça, un petit peu moins comme une voiture customer. Ouais, c'est ça. Alors pour un team, on a redécouvert une voiture qui techniquement était très évoluée. Par exemple, il n'y a pas de rotule. Ça on l'a vu, ouais. Tout est monté sur le moteur. Le moteur est parfaitement aligné avec le torque tube, la boîte, au milieu
mm près, comme une LMP1, comme une hypercar. Pour un team, techniquement, ça nous a fait passer un step, parce qu'il faut être très très rigoureux, encore plus précis que d'habitude. Ce qui est génial, c'est que c'est une voiture qui offre des possibilités de réglage et de développement qui sont beaucoup plus importantes qu'une GT3. Qui a fait qu'au début, on en a un peu bavé, et on a quand même réussi à lui donner un niveau de performance pour ce championnat spécifique qui est le Wake intéressant. Ouais, non, c'est clair. Et on le disait, tu es quand même officiel Lexus aujourd'hui, plus généralement TGR Europe, donc Toyota Gazoo Racing Europe, donc tu bosses aussi en direct avec les Japonais. Comment ça se passe justement, parce que c'est pas évident, voilà, eux ils sont loin, c'est eux qui préparent les moteurs, ils te les envoient, c'est une relation j'imagine super intéressante, mais c'est aussi compliqué. Alors tout ce qui est pièces détachées de la voiture, c'est tout fait au Japon. Voilà. Donc, parce que il y a encore des Lexus qui roulent au Japon, il y en a qui roulent en IMSA, mais les États-Unis sont complètement indépendants. Parce que Toyota a déjà un pôle course qui est important là-bas. C'est des commandes qui sont faites pour préparer les voitures, qui doivent être faites quelquefois 3-6 mois à l'avance. Ouais. Donc nous, ça nous demande quand même une anticipation qui est importante. Maintenant, la relation pure, au niveau technique, moteur, boîte de vitesse, c'est fait avec Cologne, donc Toyota Racing, maintenant ça s'appelle, anciennement TGR. C'est vrai, non, mais ça a changé il y a 3 mois. Ouais, c'est vrai. Donc Toyota Racing qui est à Cologne, qui n'est qu'autre que l'ancienne écurie de Formule 1, qui est maintenant l'écurie qui exploite tout le programme Hypercar, donc qui est hyper important. Et c'est des gens qui ont une compétence importante, puisque le directeur technique bien connu est un Français, David Flory, qui manage la partie technique de l'ensemble des activités et qui fait que chaque fois qu'on a une évolution, un upgrade qui est demandé par la FIA, on a une réactivité qui est quand même très importante de la part de Cologne en Allemagne. Bosser avec un constructeur, je pense que c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Et justement, je pense que ça peut intéresser les gens. Alors certes, ça va paraître assez énorme, mais est-ce qu'on peut parler des budgets en WEC, ce que ça coûte? Alors toi tu es en LM GT3, donc c'est pas l'hypercar, il faut bien faire la différence, mais quand même on parle d'un championnat du monde de très haut niveau avec des constructeurs, avec beaucoup d'implications de plein d'entités. Combien ça coûte de faire rouler ces voitures-là dans ce championnat-là? C'est la réponse, je vais la donner de façon globale. C'est un petit peu difficile de parler d'un budget précis, comme on peut le faire dans des catégories on est impliqué, en GT4 France, GT4 Europe, GT World Challenge, où c'est des programmes à la base qui sont des programmes customer. Il y a toute une phase d'homologation, des pièces détachées, des obligations qu'on a par rapport à la FIA de rendre la voiture conforme, du suivi technique qui fait que d'avoir le support d'un constructeur, c'est inestimable. Donc après, il y a une grosse partie du budget aussi qui reste le fret. Bien sûr, ouais. C'est que ça, on en sait quelque chose en ce moment. On avait l'habitude d'aller une fois à Daytona, une fois en Australie faire Bathurst, mais c'était des allers-retours. Pour vous donner un titre d'exemple, on est à 10 jours des 24 heures du Mans. On a déjà 25 tonnes de matériel qui sont partis au Brésil. Ouais. Donc ça veut dire que ça nécessite d'avoir 2 kits complets du matériel. En gros, pour expliquer, tu as 2 stands complètement en double, pour en avoir un dans un pays. Jusqu'à la clé de 12, au tournevis, on a tout. L'idée, c'est de retrouver tout au même endroit. Exactement, les jantes, etc. Et donc ça, pour des raisons de coût, il y a beaucoup de constructeurs qui le font comme en Formule 1 par aérien. Et nous, on anticipe 2-3 mois avant pour le faire par container parce que c'est beaucoup plus économique. On va rentrer des 24 heures du Mans et 8 jours après les 24 heures du Mans, tout le matériel du Mans lui va partir au Japon. Ouais. Donc pour répondre à la question, budgétairement, si on devait tout compter, on serait quasiment à 5 millions d'euros par voiture. Ouais, okay. Ce qui peut paraître incroyable pour des GT3, mais il faut reconnaître que c'est un des 3 championnats principaux au monde. Il y a le championnat du monde des rallyes, il y a la Formule 1, et il y a le WEC, qui implique quand même une dizaine de grands constructeurs. Bien sûr, bien sûr. Ramener à cette échelle, ramener un événement comme les 24 heures du Mans, qui est un événement mondial, c'est effectivement des budgets importants pour du sport automobile, mais ça reste, entre parenthèses, raisonnable et en tout cas attractif pour des partenaires, pour des pilotes et pour des constructeurs pour figurer dans ce championnat. Encore une fois, nous, on a quand même la fierté et l'honneur d'être parmi les 3 équipes françaises à participer à ce championnat. Nos collègues, c'est quand même Peugeot et c'est quand même Alpine qui est Renault. Ouais, c'est ça. Et on est quand même, Codis ASP, être présent dans ce championnat, c'est quand même c'est fantastique. Non, ça c'est trop chouette. Pour comparer, on parle de 5 millions d'euros par voiture. Alors oui, ça paraît beaucoup,
mais il faut imaginer qu'en hypercar, le même championnat avec les mêmes courses, les mêmes contraintes, je ne vais pas dire techniques, mais, Oui. mais les mêmes contraintes de déplacement, tout ça, enfin tout pareil, on est sur... C'est difficile à répondre. Moi, j'ai pas mais je pense qu'on on on est 10 fois est- le prix, entre 30 et 60 millions d'euros selon les constructeurs à peu près. Alors, il y a sûrement une partie de conception, etc. Bien sûr. Mais c'est vrai que, parce qu'avec nos confrères d'équipes privées, où on a un vrai bureau avec des réunions, etc., on s'aperçoit que, quand même, on arrive à donner une image professionnelle, que ce soit le stand, même le réceptif, etc., avec des moyens qui sont tout autres que les Ouais, c'est constructeurs et une qualité qui reste là. Et ça, parce qu'on Donc, sait que tu aimes bien les détails et que tu aimes bien faire les choses bien. Là, la barre est haute, donc il a fallu se mettre au diapason. Ouais, non, c'est clair. Et pour finir, il y a quand même la suite. On sait que c'est la dernière année de cette Ouais. voiture. Il y en a une nouvelle qui arrive, qui a beaucoup fait parler parce qu'elle est très belle, parce qu'elle a une conception qui est tout à fait pas différente des autres, mais qui est quand même un peu spécifique. Tu l'as vu, tu as hâte, ça en est où? Alors nous, on a eu la chance de faire l'exploitation d'une partie des tests. Les tests ont été faits à la fois au Japon, aux États-Unis et en partie en Europe. On n'a pas participé à la conception, on n'a pas Non, participé bien sûr. au développement. Par contre, oui, effectivement, on l'a vu à quelques occasions. Forcément, on va la revoir de plus en plus, puisque à un moment donné, il va falloir qu'on l'exploite nous-mêmes. C'est très prometteur. Maintenant, le vrai verdict, ça sera la Sur la compétition. piste et voilà. Mais en tout cas, c'est une chouette voiture. Pour ceux qui ne l'avaient pas compris, c'est la GT. Alors pour l'instant, je pense que ça sera annoncé, mais bon, Lexus, Toyota, GR, je pense qu'elle aura une identité entre ces trois marques. Entre ces trois marques, voilà. Voilà. Donc, pour l'instant, elle a été un peu présentée sous une forme de concept. Oui, mais voilà, c'est ça. elle va avoir une. C'est ça. Voilà. Je laisse Mais- ce soin à mes, Voilà, à c'est ça. mes Nous, on vous met des partenaires images. japonais et Voilà. Mais, de donner le nom, et en tout cas on sera fiers de Voilà. porter leur couleur. En tout cas, c'est une chouette aventure. Et écoute, je crois qu'il y a une photo là qui va arriver, qu'on va faire. Ouais. Donc, on vous laisse continuer vos tests Merci. aéro. Et vraiment bonne chance pour ces Merci 24 beaucoup, heures. et puis ravi de vous avoir donné Ouais. l'occasion d'essayer une voiture. La voiture à quelques jours des 24 heures. Bah, Je pense que ça n'arrive pas souvent, Non. et puis on a réussi à le mettre en non, place. c'est clair. Et ça a été un plaisir. Merci. Bon, écoute, bonne chance Merci. pour les 24 heures et puis on va suivre ça. Merci. Voilà. Bon, avant de terminer cet épisode, je voulais te poser quelques questions, Adrien. Salut. Salut. Tu es le seul pilote français dans cette équipe, qui est quand même une équipe française. Ça va être aussi tes premières 24 heures du Mans. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu ressens là aujourd'hui, à quelques jours de débuter? Déjà, comme tout le monde le dirait à ma place, c'est un rêve qui se réalise. Je suis très content de le faire avec cette équipe française que je connais, comme tu l'as dit, parce que j'ai fait le GT4 l'année dernière avec eux, GT4 Europe, donc on se connaît très bien. On a eu un début de saison qui s'est bien passé sur la performance, avec une deuxième place en qualif à Imola, à la Pole, à Spa. On n'a pas trop de doutes sur notre compétitivité. On espère juste que la fiabilité va être au rendez-vous. Je l'appréhende comme une course, on va dire, normale, juste qu'elle est un peu plus longue. Un peu plus long, ça va un peu plus vite dans les lignes droites et voilà, c'est un peu plus mythique. Mais C'est un peu plus mythique, mais l'objectif est le même. Et puis l'objectif de l'équipe aussi, c'est de rendre une belle prestation à Toyota. On sait qu'on a une voiture qui, sur la dégradation, n'est pas forcément la meilleure. Donc on va essayer déjà de faire une belle copie. Pas d'erreur du côté des pilotes, pas d'erreur du côté de l'équipe. Et je pense que déjà, si on coche ces deux cases, on sera bien. Ouais, ce serait pas mal. C'est une voiture qui quand même a une belle perf depuis ces quelques années, là, 3 ans C'est clair. en WEC. Ouais. Franchement, pour une voiture qui est aussi ancienne quelque part. Tout à fait. Toi, tu as plus été habitué à la monoplace, au Ouais. proto. C'est la première fois quelque part. Ouais, je crois que c'est la première fois que tu roules en GT3. Tout à fait. C'est ma troisième course en GT3. Ouais, c'est mais ça. bon. C'est pas mal. Donc c'est cool. Qu'est-ce que. Voilà, je sais pas si tu en as essayé beaucoup d'autres, mais comment tu te sens dans cette voiture? Oui, j'adore cette voiture en fait parce qu'elle a déjà une philosophie qui est un peu monoplace. En fait, on a des jupes qui sont assez imposantes et la voiture est super efficace dans les virages rapides. Ouais. Donc dans les S-Porsche, là au Mans, on va être vraiment redoutable. Bah, j'ai vu ça, tu vois, là-bas, quand tu rentres fort, putain, Ouais. elle bouge pas. Elle est vraiment top. Ouais, vraiment. Autant elle est très bien dans les rapides, autant elle n'est pas bien dans l'élan. Ouais. Dans l'élan, elle ne tourne pas, on n'a pas de traction. Donc sur le papier, Le Mans est un circuit qui va correspondre à la voiture. Comme tu l'as dit, elle est vieille, on a la plus vieille GT3. Donc c'est la mamie, ouais, mais elle fait quand même des belles perfs de temps en temps. Elle est Non, en c'est forme. clair. Puis je la trouve, moi, esthétiquement, je la trouve super belle. Je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais Ouais, j'adore je la aussi. trouve super cool. Elle est très différente des autres, Ouais. donc ça, c'est top. Et je voulais un dernier mot sur toi en tant que pilote. C'est vrai que tu as une carrière en monoplace, je vais dire au niveau vraiment de la monoplace, presque dans la voie pour aller presque en F1, quoi.
Et pour expliquer un peu aux gens, tu fais partie de ceux qui ont réussi un peu à se reconvertir, non sans mal. Parce que quand tu fais ce programme-là pour aller en F1, il n'y a pas que la F1. Tout à fait. Et derrière, est-ce que tu peux nous raconter en 2 mots? Ça n'a pas toujours été facile et là aujourd'hui c'est cool quoi. Mais en 2 mots, ce chemin-là quoi. En 2 mots, c'est pas du tout facile, clairement. J'ai cru plus d'une fois que ça allait s'arrêter. C'est pour ça que j'ai fait Sciences Po à Paris et que je viens de terminer parce que je voulais assurer un bagage au cas où ça fonctionne pas. Grâce à Didier André, là, mon agent, qui m'a relancé, je me retrouve à faire les 24 heures du Mans cette année. Donc c'est plutôt très très sympa. La monoplace n'a pas été jusqu'au bout, mais ça m'a permis déjà de bien me former. C'est pour ça que les qualifs que je fais se passent bien parce que c'est un peu le nerf de la guerre en monoplace. Si t'es bon en qualif, tu fais une belle course. Donc j'aime bien cette partie. Après, il faut que je progresse sur les longs relais, sur la dégradation des pneus. Il y a énormément de choses à apprendre, le trafic, tout ça, c'est des nouveautés pour moi. Ok, écoute, trop cool. Profite bien de tes premières 24 heures du Mans. On va suivre ça. Gars. Nous, on sera déjà aux États-Unis. On va suivre ça. Je suivrai ta course. Et puis, mais en tout cas, c'est très chouette. Et je sais que chaque première fois, c'est toujours quelque chose de spécial. Donc, profite bien et faites une belle course. Ça va être trop cool. Ciao. On en a fini avec cet essai incroyable de Lexus RCF GT3. Même. Celle-ci, on espère qu'elle va rester au garage. On espère que l'équipe de Jérôme Polican, d'Adrien David et de tout le monde va faire un super score, que Adrien va pouvoir faire et profiter de ses premières 24 heures du Mans. Nous, on leur souhaite bonne chance. En attendant, on s'envole pour les États-Unis, pour Pikes Peak. Et puis, on espère que vous avez passé un moment. Abonnez-vous, likez, etc. On en a vraiment besoin en ce moment. Donc voilà, à très vite pour un nouvel épisode.